Très bien, merci beaucoup et bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour ce webinaire qui a été fait et qui est fait en collaboration entre le Landscape Finance Lab de WWF et la FAO. Il s'agit d'une série de webinaires sur les options de financement de la restauration des forêts et des paysages. Lors du webinaire précédent, nous avons vu comment on pouvait donner une valeur aux services rendus par les écosystèmes. Et comme une suite logique, c'était ce qui s'est passé en juin. Maintenant, on va discuter de si les écosystèmes ont une valeur, comment est-ce qu'il pourrait y avoir un paiement pour reconnaître la valeur de ces écosystèmes qui pourraient bénéficier au maintien et à la restauration de ces écosystèmes. Donc, les objectifs de ce webinaire aujourd'hui, c'est de comprendre le principe des paiements pour services environnementaux. Donc, quand je parlerai de PSE, c'est paiement pour services environnementaux, et comment ils peuvent financer la restauration des forêts et des paysages. Nous mettrons en avant les éléments clés d'un système de PSE. Nous donnerons des exemples concrets de mise en place des PSE en Afrique francophone. Et enfin, nous réfléchirons ensemble sur les opportunités et les risques liés à la mise en œuvre des PSE. Pour introduire ce webinaire, je voulais présenter ce dont on parle quand on parle de paiement pour services environnementaux. Les PSE rémunèrent les gestionnaires des terres pour des actions qui contribuent à restaurer ou à maintenir des écosystèmes dont la société tire des bénéfices, que ce soit la préservation de la qualité de l'eau, le stockage du carbone, la protection du paysage et de la biodiversité. Donc, dans ces systèmes, comme vous voyez sur le schéma sur votre écran, vous avez d'un côté des bénéficiaires de ces services, des bénéficiaires directs, que ce soit des entreprises, des individus ou des associations, qui sont prêts à payer pour maintenir ces bénéfices. Et d'un autre côté, des fournisseurs d'un service environnemental, ce sont les vendeurs, qui, eux, reçoivent en échange de ce service un paiement conditionné à l'atteinte du résultat sur l'écosystème. Pour vous donner un exemple, on peut prendre l'exemple de Vittel, qui est une eau française, qui a besoin d'eau pure pour son usine d'embouteillage en aval de la montagne. En amont, Vittel a demandé aux fermiers d'avoir des pratiques avec moins de pesticides en échange d'une compensation sur les pertes éventuelles liées à leur transition en agriculture biologique. Donc, Vittel a payé les agriculteurs pour des pratiques plus durables. Ce sont des systèmes qui fonctionnent sur le long terme. Et c'est ça qui est intéressant. On rentre vraiment dans une relation entre des vendeurs de services écosystémiques et des acheteurs qui s'étend sur le long terme. Quels sont les éléments clés des PES? Nous avons donc des vendeurs et des acheteurs clairement identifiés qui co-investissent dans un paysage durable. Les vendeurs rendent des services précis et mesurables. On met en place un mécanisme de compensation qui est juste et durable. Un PES peut se faire soit en direct, soit via un intermédiaire. Une assistance technique est souvent nécessaire au développement de ces systèmes. Il faut un environnement politique stable, et c'est ce dont notre orateur pour la RDC parlera aussi, pour mettre en place ces initiatives. Les paiements pour services environnementaux engagent les acteurs sur le long terme. Ça, c'est vraiment important, dans des mécanismes durables qui fournissent des sources de financement durables aux activités de restauration. Donc, pour aller un peu plus loin sur ces sujets, maintenant qu'il y a le cadre, nous allons avoir 2 présentations qui seront suivies. Chaque présentation sera suivie par 3 minutes, c'est un peu court, mais 3 minutes de questions-réponses. Et à la fin de ces 2 présentations et de ces 3 minutes de questions-réponses, nous aurons un débat qui durera une quinzaine de minutes, suivi par une conclusion. Le débat sera facilité par mon collègue Christophe Bezassier et qui conclura également la session. Les 2 orateurs qui sont avec nous aujourd'hui sont Jonas Siapsé-Kemaju du WWF Cameroun. Il est responsable du financement du paysage Tridom. Il va nous parler de comment peut-on mettre en place, un système de compensation. Avec le WWF, ils ont utilisé différents modes de compensation
Et on va voir comment est-ce qu'ils ont réussi à trouver un système de compensation juste. Et ensuite, notre collègue Josué Aruna, de la Société de conservation du bassin du Congo, nous présentera le développement d'un modèle de PS durable dans le cas du parc national du Kahuzi-Biega. Donc, je ne prends pas plus de votre temps et je laisse la parole tout d'abord à Jonas du WWF Cameroun. Bonjour à tout le monde. Je voudrais vous présenter l'expérience qu'a menée WWF Cameroun sur la valorisation des paiements des services écosystémiques. Le cas des forêts communautaires de Ngoïla Minton dans le paysage Tweedom, Cameroun. Il faut noter que notre présentation va s'articuler autour des fonctions et catégories des services environnementaux, entre autres, mais principalement des résultats de cette expérience. En matière de fonctions et catégories de services environnementaux assurés par les forêts, nous savons tous que les forêts ont une fonction de régulation, c'est-à-dire que la forêt fournit le support aux activités économiques et au bien-être humain, par la régulation du climat, la régulation hydrique, entre autres. La forêt fournit également des fonctions productives, car elle fournit des services de base, notamment les matériaux de construction, le bois énergie, les ressources médicinales, les ressources génétiques. La forêt produit également une fonction de support physique, puisque la forêt fournit l'espace et les substrats nécessaires pour l'habitat, pour l'agriculture, pour les espaces de récréation et des espaces naturels conservés. Mais également, la forêt a une fonction informationnelle, car elle fournit des avantages esthétiques, culturels et scientifiques. Pour les communautés locales et peuples autochtones, par exemple, la forêt constitue l'environnement et le cadre de vie. C'est source de matières premières et de produits alimentaires. Constitue également une réserve foncière et une source de revenus considérable. Bon, au niveau national, on peut dire que la forêt a un support de développement économique et également considéré comme un capital naturel avec des bénéfices indirects, les services environnementaux. Le contexte de l'expérience que je m'en vais vous présenter en matière de paiement des services environnementaux concerne les forêts communautaires. Comme vous voyez dans notre chemin, dans presque tous les villages des zones forestières du Cameroun, il y a une route qui traverse le village. Et des deux côtés de la route, on trouve la forêt. Donc, à côté de la route, dans un village donné de 500 mètres à 5 km de profondeur, ce sont des zones dites du domaine forestier non permanent, tandis qu'après 5 km de profondeur, ce sont des zones dites domaine du forestier permanent, c'est-à-dire les zones où on trouve par exemple les aires protégées, où on trouve des unités forestières d'aménagement pour l'exploitation industrielle du bois, entre autres. Les forêts communautaires, justement, se situent dans des zones du domaine forestier non permanent. Et la législation permet donc aux communautés locales et aux peuples autochtones d'acquérir ces forêts communautaires de maximum 5 000 hectares à travers une convention de 25 ans signée avec l'État du Cameroun, dans lesquels ils ont accès à tous les bénéfices. Produits forestiers non ligneux, le bois d'œuvre et les paiements des services environnementaux, entre autres. Alors, notre expérience touche 4 forêts communautaires dans le paysage Tweedom du Cameroun, qui est l'un des paysages qui regorge les éléphants de forêt et les grands singes. L'expérience a porté sur 2 axes principaux. D'abord, l'équité et la performance. Alors, le premier axe de paiement était basé sur la performance dans la gestion de la biodiversité. Qu'est-ce que cela voudrait dire? C'était d'amener les forêts communautaires à accueillir les paiements issus de crédit carbone à travers une régulation de leurs pratiques agroforestières, la lutte anti-braconnage, les prestations sociales et le fonctionnement de leur entité locale. C'est des critères qui ont été utilisés pour fixer le paiement. Nous avons également l'autre aspect qui est l'aspect beaucoup plus civique, qu'on peut qualifier d'équité. Presque tous les villages
engagés dans l'initiative avaient droit à cela, c'est-à-dire la santé, l'éducation, l'eau potable, l'électricité, l'amélioration de l'habitat, entre autres. Et comme vous pouvez le voir, les paiements des services environnementaux destinés pour l'équité, naturellement, ont permis de réaliser un certain nombre de réalisations d'ordre social à travers la construction des salles de classe, les kits solaires et autres offertes aux communautés. Mais au niveau de la performance, les critères de performance maintenant, les services environnementaux, nous n'avons pas, il n'y avait pas de services portés sur l'hydrographie, il n'y avait pas de services portés sur la séquestration du carbone, encore moins sur la beauté du paysage à travers l'écotourisme, mais c'était beaucoup plus les services, la préservation de la biodiversité. Alors, nous avions comme objectif de lever la menace induite par la culture extensive du cacao. Ça veut dire que l'espace des forêts communautaires est menacé par la culture extensive du cacao. Alors, pour qu'un service environnemental soit considéré comme acquis, il faudrait qu'il y ait un espace, et l'espace que nous avons, c'est les 4 forêts communautaires. Il faut déterminer le service concerné, c'est l'habitat de la biodiversité, la faune et la sauvegarde de la faune. Il faut déterminer le fournisseur. Le fournisseur de services ici, c'est les 4 communautés locales et peuples autochtones qui avaient des entités locales. Et le consommateur, bien malheureusement, c'était WWF à travers un projet. Nous n'avions pas encore un consommateur externe qui pouvait payer ces services de manière durable. Comme c'est une expérience, et WWF à travers un projet de 2 ans qui finançait cette initiative, ce qui justement apportait un coût sur sa durabilité. Il y a également la condition de garantie, c'est-à-dire il fallait identifier clairement la menace et s'assurer que cette menace, comme vous voyez là, la déforestation par la pratique de l'agriculture extensive soit levée. Alors, nous avons fixé comme un critère de paiement de services de dire au niveau de la superficie de culture de cacao. Nous nous sommes dit que si les superficies de nouvelles cultures du cacao sont inférieures ou égales à la superficie de référence, ça veut dire que la personne, la communauté donnée a fait un effort à 100%, ça veut dire que cet effort à 100% devrait être rémunéré à 1 million de francs. Si la communauté, à travers la superficie de référence, est inférieure ou égale à moins 20% de la superficie de référence, la superficie de nouvelle culture inférieure ou égale à la superficie de référence, moins 20% de la superficie de référence, on donnerait 500 000 francs. Et si la superficie de nouvelle culture est supérieure ou égale à 20% de la superficie de référence, on n'apporterait pas de paiement parce qu'il n'y a pas eu d'effort. Et au niveau de l'application des techniques améliorées également, les techniques culturelles pratiquées dans les superficies agricoles, les techniques qui ont été apprises, si ces techniques apprises, la personne, on dirait que le groupe concerné avait réalisé un effort à 100%. Et si cette application de technique était évaluée à 60% de la superficie de la cacaoculture, on dirait que c'était efficace à 50%. Et moins de cela, on disait que ce n'était pas du tout efficace et on n'accordait pas de montant. Et comme vous pouvez le savoir, la dynamique sociale des groupes, c'est-à-dire le nombre de réunions que les groupes des communautés locales tiennent, vous savez, une dynamique locale se mesure par la régularité de la tenue des réunions de ce groupe donné de cette entité locale. Alors, si l'entité locale siégeait une fois, par exemple, tous les trimestres, on considérait que c'est 100%, on leur donnait 312 500. Et si c'était moins une fois par trimestre, on dirait que c'est 50%, on leur donnait 152 250. S'ils ne tenaient pas du tout de réunion, c'était pas du tout payé. Et bien maintenant, la lutte contre l'exploitation artisanale des forêts, on regardait et la coupe du bois,
si la coupe du bois, on reste dans la zone, on coupe moins de 30 arbres dans la zone de conservation, ça veut dire que la communauté a fait un effort. Si c'est moins de 5% dans la zone de conservation, ou moins de 50%, moins de 50 arbres qui équivaut à moins de 50 arbres, ça veut dire que c'était juste partiel. Et si c'est plus de cela, on n'accordait aucun paiement. Et donc, par rapport à ces critères, le projet a eu affecté un ensemble de paiements au niveau des différentes parties prenantes, basés sur la performance. Et le choix fait par l'initiative de préserver l'espace forestier existant a été beaucoup apprécié par l'ensemble des parties prenantes. Et nous voyons que les populations qui étaient engagées dans l'initiative pilote étaient satisfaites. Presque toutes les communautés étaient totalement satisfaites de cette initiative. Et au niveau de l'amélioration des conditions de vie, on s'est rendu compte qu'il n'y avait qu'un seul village qui était un peu en deçà parce que les réalisations sociales n'étaient pas à la hauteur des attentes des populations données. Et ensuite, nous nous sommes rendus compte que le projet avait contribué à réduire le taux de conflits dans les villages. Il y avait moins de conflits par rapport aux autres initiatives, mais aussi la participation a participé très activement à une moyenne de 88%. De manière globale, par rapport à cette initiative, l'évaluation apportée sur l'ensemble a donné dans l'ensemble un succès, tant au niveau des communautés locales et peuples autochtones que des équipes de VVF engagées dans le projet. Et nous pouvons constater que l'initiative était totalement nouvelle dans la zone pour les communautés locales et on l'opposait un peu à la pratique business as usual des forêts communautaires et l'initiative était meilleure que cela. Mais il faut noter que l'initiative portait sur des fonds pour la biodiversité et le projet s'est arrêté parce qu'il n'y avait plus de fonds, d'où la nécessité d'un mécanisme de durabilité. Donc, si initialement il y avait un consommateur de services qui pouvait financer la régularité de cette initiative, et pour sa durabilité, ça allait être extrêmement important. Mais on constate que personne ne paye pour la biodiversité. Les gens se tournent beaucoup plus pour les services à fort paiement comme le carbone et l'eau. Alors, au niveau des impacts, on peut dire que pour les communautés bénéficiaires, il y a eu l'amélioration de la participation sociale et de réalisation des œuvres. Mais surtout, il faut noter qu'avec une initiative de 2 ans, c'est très réduit et qui portait seulement sur 4 forêts communautaires d'une superficie de 7 800 hectares. Alors, tandis que nous avons un potentiel assez important dans la zone, avec 183 conventions provisoires qui portent sur 825 000 hectares de forêt et des conventions définitives des forêts communautaires qui portent déjà sur presque 1 million d'hectares de forêt. Donc, l'espace qui était couvert était extrêmement réduit. Mais également, il y a eu un grand avantage par rapport à l'exploitation forestière artisanale qui détruit plus la forêt et qui a peu de bénéfices pour les communautés. Et au niveau de la suite à donner, nous nous sommes dit que si on pouvait étendre cette initiative au moins sur les 14 forêts communautaires, soit 68 000 hectares dans le paysage Trident, ce serait quelque chose d'extrêmement important et qu'il fallait également associer, au-delà de la préservation de la biodiversité, d'autres services environnementaux. Par exemple, si nous pouvons avoir des structures qui peuvent procéder au paiement carbone, puisqu'on pouvait bien quantifier l'avantage carbone pour pouvoir voir comment certains consommateurs peuvent l'acquérir. Voilà à peu près, mesdames et messieurs, l'expérience que VVF a menée dans la zone de Ngwela Minton, dans le paysage Trident au Cameroun. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Bonjour, rebonjour à tous, pardon. Jonas est avec nous. Jonas, est-ce que vous pourriez
mettre votre micro en marche. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les participants qui se sont présentés dans le chat. Merci beaucoup. On a des gens qui viennent d'un peu partout en Afrique et de France également, dans des domaines très variés. Donc, je pense que la discussion va être très intéressante. Donc, on a 3 minutes pour Jonas. Jonas, merci pour cette présentation très intéressante qui nous montre comment vous avez réussi à essayer d'évaluer l'appétence des communautés pour des services, pour des paiements pour services environnementaux, et notamment celui pour la biodiversité. Quand on a discuté de votre présentation, vous avez dit, et en effet dans la présentation, vous l'avez dit, le problème, c'est que les services qui sont liés à la biodiversité, il n'y a pas des financements durables pour la biodiversité, il s'agissait d'une subvention, alors que pour d'autres services, comme pour l'eau ou le carbone, il y a des mécanismes qui peuvent être un peu plus sur le long terme pour l'instant. L'une des questions était pourquoi est-ce que dans ce projet, les services carbone n'ont pas été pris en considération? Je voudrais déjà remercier Mathilde et dire bonjour à tout le monde. C'est une expérience fort intéressante. Peut-être faudrait-il que je revienne sur un aspect important pour dire que lorsqu'on parle de forêt communautaire au Cameroun, il s'agit d'un espace généralement utilisé par les communautés locales, principalement les femmes, et dont l'État concède aux communautés avec un maximum de 5000 hectares par communauté, réunis en entité juridique ou en association, si vous voulez. Et à l'intérieur de ces 5000 hectares, les communautés paysannes ont la latitude de développer un plan simple de gestion qui fixe les orientations de l'usage de l'espace. Ça veut dire qu'il peut y avoir des zones destinées à l'agroforesterie, il peut y avoir des zones destinées à la valorisation des produits forestiers non ligneux, des zones destinées à la chasse, des zones destinées à la cueillette, avec un ensemble d'activités spécifiques aux femmes, puisque j'ai vu à l'intérieur la prise en compte de l'aspect genre. Il faut dire, forcément, la foresterie communautaire est une opportunité qui met en branle toute la composante sociologique de chacune des communautés engagées. Maintenant, pourquoi est-ce que nous n'avons pas, dans le cadre de cette initiative, intégré les paiements pour carbone? Il faut déjà relever que c'est une initiative nouvelle. C'était à un moment donné où la problématique carbone également était naissante dans notre contexte, mais également à un moment où, dans notre pays, les outils, ou si vous voulez, les éléments de référence, comme le niveau de référence des émissions forestières n'ont pas encore été déterminés pour permettre d'avoir une base solide de calcul pour pouvoir discuter avec un certain nombre de partenaires et voir comment ces services liés au carbone pouvaient être commercialisés. Mais de plus en plus, le Cameroun s'est résolument engagé dans cette approche. Et je pense que dans les prochaines années, dans les prochains mois, dans les prochaines années, il serait probable qu'on puisse davantage amplifier. Donc voilà la raison pour laquelle, initialement, on n'a pas mis l'accent sur les services carbone. Très bien, merci beaucoup. Alors, on aura certainement beaucoup d'autres questions pour vous, parce qu'on va avoir une session de questions-réponses juste après. Mais là, pour rester dans les temps, on va passer la parole à Josué Aruna et sa présentation sur la mise en place d'un paiement pour les services environnementaux dans le parc de Kahozi-Biega en RDC. Je suis M. Josué Aruna, je présente les cas de la RDC dans le processus de mise en place de mécanismes de paiement des services écosystémiques, notamment les cas des parcs nationaux de Kahozi-Biega, se trouvant en République démocratique du Congo, à l'est de la RDC. Ce parc est considéré comme une unité fonctionnelle, mais dont le processus de sa conservation nécessite d'engager un certain nombre de coûts.
Et aujourd'hui, le financement du parc est évalué jusqu'à 85% de dépendance extérieure. Voilà pourquoi nous sommes bâtis pour réaliser une étude des cas qui pourrait quand même aider ces parcs en vue de fixer la nature des prestations, de prix de la nature. À part ce qu'offre le tourisme, nous avons mis de l'intérêt sur les services écosystémiques de l'eau douce uniquement, parce que le parc est en train d'offrir un certain nombre de quantités d'eau douce. En termes d'écoulement direct, le parc contribue jusqu'à 49% vers le lac Kivu, avec tout ce qu'il y a comme conséquence au niveau national en termes de production d'énergie, parce qu'il y a la production des barrages électriques, Ruzizi 1, Ruzizi 2, et aujourd'hui on construit la Ruzizi 3 pour l'intérêt de la sous-région, notamment le Rwanda, le Burundi et la RDC. Mais aussi, il y a d'autres compagnies qui utilisent les services d'eau douce qui proviennent du parc, notamment la société Brasserie, la Bralima, la Fragmaquina qui fabrique la quinine, et il y a la Régie des eaux qui donne l'eau dans la ville de Bukavu. Ça, ce sont des opportunités qui entourent en termes d'usage des entreprises qui nous ont permis de choisir le service écosystémique d'eau douce pour essayer de mettre en place des mécanismes de paiement de services écosystémiques. Voilà, parce que jusqu'aujourd'hui, au niveau du Kahuzi-Biega, il s'est posé un problème qu'il n'y avait pas la valeur économique, n'était pas connue. Et le manque de cet argumentaire de conservation posait toujours un problème à ce que ce soit les habitants, que ce soit les communautés locales, les peuples autochtones et les autres opérateurs économiques n'arrivaient pas à comprendre la valeur de la conservation de ce parc qui est considéré comme un réservoir d'eau douce de la sous-région avec sa énorme contribution au niveau de l'économie, au niveau des services rendus par l'eau douce. Voilà pourquoi nous nous sommes donné la nécessité d'aider avec cet outil de la valeur économique du PNKB pour essayer de modifier les attitudes faisant face au manque de reconnaissance de la contribution énorme de cet écosystème vis-à-vis du développement, vis-à-vis de la conservation. L'objectif global de l'étude était d'évaluer la valeur économique des eaux douces, comme je venais de les citer, afin d'inciter le paiement pour services écosystémiques, notamment les compagnies d'eau et les compagnies d'énergie, dans le cadre de mettre en place un mécanisme de financement durable pour les communautés riveraines qui sont souvent taxées comme destructeurs, spoliateurs même du parc national de Kahuzi-Biega. Les objectifs spécifiques étaient d'identifier les bénéficiaires d'eau douce, notamment les entreprises, et mesurer ou estimer les coûts déduits en termes de ce que les entreprises gagnent réellement sur le marché réel ou bien le marché hypothétique. Et cela nous a permis à calculer la valeur économique qui nous a permis quand même d'arriver à chiffrer un montant qui voit à plus ou moins 2 milliards de dollars qui seraient mobilisés chaque année par les entreprises qui tirent bénéfice de l'existence de l'écosystème PNKB. Voilà un peu le schéma méthodologique qui nous a permis d'aboutir à avoir ce résultat, c'est-à-dire nous avons fait le calcul de la valeur économique en prenant les valeurs d'usage, donc les valeurs d'usage direct, les valeurs d'option et notamment le service d'approvisionnement d'eau et en se concentrant sur la structure méthodologique que nous venons de vous présenter là-bas. Cela nous a permis de calculer davantage en arrivant à faire l'analyse coût-bénéfice pour essayer de dégager, c'est-à-dire dans l'analyse coût-bénéfice, nous avons essayé de calculer ce que le parc mobilise réellement auprès des partenaires et auprès du gouvernement. Et quand on a calculé les ratios, on s'est rendu compte que le calcul était vraiment, il n'y avait pas assez de bénéfices vraiment qui pourraient quand même contribuer à la bonne conservation de l'écosystème. Alors, il y a d'autres méthodes comme les méthodes quantitatives et qualitatives. Il y a des méthodes contingentes où nous avons essayé de calculer
de dégager l'écart en termes de consentement à payer et le consentement à recevoir. Ça, c'est au niveau de la méthodologie. Maintenant, dans le cadre de l'écosystème en question, nous nous sommes dit quels sont les acteurs impliqués. Parmi les acteurs impliqués, il y a l'écosystème PNKB lui-même. Il y a les sociétés, comme je venais de le dire, il y a aussi les sociétés d'énergie, les sociétés de l'eau, il y a la population au niveau local et au niveau de la sous-région. Tous ces cadres ici contribuent à ce que nous avons comme les acteurs impliqués dans le cadre de ce processus, donc au niveau local et au niveau national, mais aussi nous avons pensé, il faudra aussi voir comment intégrer au niveau national, au niveau de la sous-région, parce que le parc national de Kahuzi-Biega, avec la contribution de l'eau douce de 49% d'écoulement direct vers les lacs, ne bénéficie pas seulement aux Congolais, ça bénéficie aussi à la sous-région. Il faut voir dans quelle mesure nous devons impliquer les pays comme le Rwanda et le Burundi dans la perspective de la conservation de la biodiversité du parc national de Kahuzi-Biega. Voilà les acteurs impliqués dans le système. Nous avons mis en place des cadres de concertation pour lancer le processus, pour mettre en place ce processus où les consultations sont en train d'évoluer. Mais actuellement, on a un problème parce que le processus de consultation au niveau national n'a pas encore démarré parce qu'on est limité aux moyens financiers. Nous n'avons pas de capacités financières qui peuvent nous permettre d'organiser les réunions avec les ministères intersectoriels à Kinshasa. C'est ce qui constitue un défi énorme, mais au niveau local, ce sont des actions de routine dans notre travail de la société civile où nous nous réunissons dans le cadre de concertation avec le parc, avec d'autres acteurs locaux pour essayer de commencer à réfléchir sur cette approche. Cependant, il sera question d'aller à Kinshasa où nous devons nous réunir avec le ministère intersectoriel, notamment le ministère des Finances, de l'économie, le ministère de l'Environnement au niveau de la République et d'autres institutions intersectorielles qui ont de l'intérêt dans le secteur de l'eau, le secteur de l'énergie, le secteur des forêts, pour qu'ensemble, et le secteur des petites et moyennes entreprises, pour qu'ensemble, qu'on arrive à leur montrer la valeur de la conservation du site et ce qu'elles gagnent comme bénéfice et comment mettre en place un mécanisme de remboursement pour la stabilité du site. Ça, ces tableaux qui montrent les ratios de ce qui est mobilisé en termes des autres acteurs, notamment les institutions, les entreprises. Mais quand on a comparé avec ce que le parc est en train de mobiliser, il y a vraiment un écart très considérable qui ne permet pas à ce que les sites soient bien conservés. Les tableaux là, ça montre un peu les calculs simples que nous avons fait dans le cadre de ce que les sociétés Bralimas, Snell, Sinelac, Régie des eaux sont en train de gagner directement en utilisant l'eau douce. Mais les enquêtes ont révélé comment la population s'est dit prête ont proposé le moyen minimal de consentement à payer vis-à-vis des entreprises. En termes de la valeur économique, nous n'avons pas calculé la valeur totale parce que nous nous sommes limités seulement à la valeur économique du PNKB parce que nous avons considéré le parc national de Kahuzi-Biega comme un acteur économique. Voilà. Mais selon les calculs, la compensation optimale a donné un peu ces chiffres. Si on arrivait à mobiliser les ressources au niveau de ces entreprises, ça pourrait quand même constituer un basket fund pouvant contribuer au renforcement de la conservation de la biodiversité. Et ces chiffres ici ne constituent qu'une référence pouvant juste inspirer les décideurs politiques que nous allons voir comment négocier au niveau national les mécanismes de compensation. Et c'est là les races de la protection. Une fois ce mécanisme de compensation est négocié au niveau national, mais nous sommes encore limités juste aux moyens avec les chefs de site du parc national de Kahuzi-Biega, les ratios de protection et de la couverture de conservation passeraient de $40 par hectare à $604 par hectare qui couvrirait les ratios de la conservation de la biodiversité du site. Donc, c'est un peu ça le condensé de notre présentation et de l'économie, de tout ce qu'il y a comme élément de présentation qu'on a pensé partager avec vous. Et nous pensons que nous
restons très disposés pour les discussions et les questions pertinentes, mais aussi le défi que nous avons pour le moment au niveau de la conservation, c'est de voir dans cette manière qu'il n'y a pas encore de moyens et de partenaires qui se sont positionnés dans la zone pour essayer d'accompagner de tels processus au niveau local. Oui, nous avons vu des partenaires qui sont en train d'accompagner le parc national de Kahuzi-Biega, mais il n'y a pas encore un partenaire clé qui vient accompagner ces processus pour aboutir à ces mécanismes de paiement des services écosystémiques qui pourraient quand même renforcer le processus de conservation du site, renforcer à financer le développement le plan de développement local au niveau des communautés qui sont souvent acquisées comme destructeurs de la biodiversité. Avec la présence des gorilles que nous avons dans ces sites, ça nécessite un mécanisme et donner au parc national de Kahuzi-Biega le mécanisme approprié d'autofinancement. Donc, l'outil est disponible, les résultats sont là et ça constitue un outil de référence pour aider les décideurs politiques à prendre des engagements, à prendre aussi des décisions efficaces qui pourraient quand même influencer, à arrêter les moteurs de changement qui déstabiliserait l'état du site, mais aussi la fourniture des services écosystémiques dont nous bénéficions, non seulement pour le bénéfice de la population de la RDC, mais aussi pour l'économie de la sous-région. Parce que si Kahuzi-Biega est détruit aujourd'hui, donc l'économie de la sous-région sera aussi paralysée, c'est-à-dire les entreprises qui donnent de l'énergie électrique comme la Ruzizi 1, la Ruzizi 2 et la Ruzizi 3 qui est en construction seront des projets morts et ça va mettre en souffrance l'économie de la sous-région. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Josué, pour cette présentation. Donc, nous avons eu plusieurs questions sur la présentation. On va prendre 3 minutes pour répondre aux questions de clarification. Et ensuite, on aura 5 minutes, 15 minutes pardon, qui seront facilitées par Christophe Bezassier pour parler de façon un peu plus large. Josué, est-ce que vous voulez nous présenter le directeur du parc de Kahuzi-Biega qui est avec vous? Je crois, il était sur la vidéo. Ok, merci beaucoup Mathilde. Merci. Je suis Josué Aruna, je suis là ensemble avec le chef de site du parc national de Kahuzi-Biega. Avec tout ce qu'il y a, comme ce que nous avons présenté là-bas. Donc, le Kahuzi-Biega est en souffrance. Et aujourd'hui, même le partenaire qu'on appelle GFA, KFW, qui a accompagné le parc, est dans les marqués le pas. Et le parc est en souffrance. Et si des mécanismes locaux ne sont pas mis en place en termes d'autofinancement, on risque de perdre cette valeur de la biodiversité que nous avons et tout ce qu'il y a comme service rendu dans la nature. Ok, j'attends les questions. Il y a des questions comme ça. La question qu'on avait, c'est que si j'ai bien suivi votre présentation, les partenaires sont prêts à s'engager dans ces mécanismes de paiement pour services environnementaux. Vous avez réussi à motiver les communautés locales et aussi un acheteur qui est l'industrie de la bière. Mais il manque en fait le lien entre ces deux acteurs. C'est en fait comment est-ce qu'on fait pour transférer l'argent, le faire de façon équitable, etc. Et donc, l'une des questions était comment avez-vous fait pour motiver les communautés locales à s'engager dans ce genre de système et aussi le secteur privé? Oui, le focus pour l'instant reste au niveau du secteur privé, que nous pensons c'est le client principal en termes d'usage de lui qui est en train de capturer les bénéfices tirés par l'écosystème Kahuzi-Biega. Les communautés sont engagées au deuxième niveau pour voir dans quelle mesure le bénéfice qui serait capturé auprès du secteur privé puisse venir soutenir le processus de conservation communautaire qui est en train d'être mis en place au niveau de Kahuzi-Biega. C'est le premier parc en RDC qui est en train de mettre en place l'expérience de conservation communautaire pour essayer d'endiguer tout ce qu'il y a comme problématique de communautés autour du parc national de Kahuzi-Biega. Donc, voilà pourquoi nous avons dit qu'à notre niveau,
avec le chef de site du Parc national de Kahuzi-Biega. Il est question maintenant de lancer le processus, c'est au niveau national. Au niveau national, avec le ministère intersectoriel et l'ICSN, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, et le ministère de l'Environnement, et le ministère de l'économie et des finances au niveau national et des petites et moyennes entreprises, pour qu'ensemble, nous puissions quand même viabiliser cette approche au niveau du site du Kahuzi-Biega. Le problème que nous avons, c'est juste ce que j'ai soulevé dans ma communication, que au niveau local, c'est déjà les acteurs sont mobilisés, c'est-à-dire la société civile, le chercheur, le chef de site du Parc national de Kahuzi-Biega et d'autres qui sont mobilisés dans la conservation. Mais pour relancer le processus au niveau national, c'est là qu'il se pose des défis parce qu'on est limité par rapport, parce que les moyens ne sont pas là par rapport à ces mécanismes de ces processus. Mais le processus est là, les acteurs sont engagés et on attend de voir comment, si on pourra peut-être, dans la mesure du possible dans l'avenir, avoir un partenaire qui pourrait accompagner ce processus dans l'avenir. Nous savons qu'avec l'engagement du ministère national et l'ICSN au niveau national, on va aboutir, et si on a des accompagnateurs qui peuvent nous aider à aller de l'avant. Oui. D'accord, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Christophe Bezassier qui va faciliter la discussion. Jonas, est-ce que vous pourriez, par hasard, si vous avez une vidéo qui fonctionne, mettre une vidéo pour que nous puissions vous voir? Merci beaucoup. Merci Mathilde, bonjour à tous. Donc, je suis Christophe Bezassier, je travaille au département des forêts de la FAO et c'est un plaisir pour moi de faciliter cette discussion sur le Tridom et le parc national de Kahuzi-Biega. Il y a un peu plus de 2 ans, j'avais eu le plaisir d'aller voir les gorilles avec monsieur le responsable du site, le directeur, et ça reste un excellent souvenir, c'est vraiment magnifique. J'ai essayé de prendre quelques questions qui ont été posées au cours des présentations qui permettent d'élargir peut-être un peu la discussion et le débat. On avait une question intéressante aussi de Daniel Ramiaramanana, qui est une question pour l'ensemble des panélistes. Comment prendre en compte les questions de genre dans ces systèmes de paiement pour services écosystémiques, comment dans les fonds communautaires, quand ça soit le cas du Tridom ou au niveau de Kahuzi-Biega, cet aspect genre peut-il être pris en compte? Peut-être Josué ou Mathilde, toi-même, ou d'autres collègues ont des éléments sur ce point-là. Ok, je pense que la question du genre par rapport à ce processus de paiement, là je parle comme acteur de la société civile parce que le travail que nous le faisons pas en tant que seul, mais on est dans une plateforme et dans notre plateforme, on a des femmes engagées dans les processus, mais aussi la cible principale par rapport aux initiatives de conservation autour du parc national de Kahuzi-Biega. Une fois les bénéfices capturés, donc en provenance du secteur privé, l'idéal c'était de soutenir cette femme peuple autochtone qui vit en souffrance autour du parc national de Kahuzi-Biega. Récemment, on a été dans ce village-là avec les chefs de site du parc national de Kahuzi-Biega pour rencontrer ces mêmes femmes de pygmées qui nous ont posé des problèmes en termes d'accompagnement sur les moyens de subsistance, en termes d'activités génératrices de revenus. Maintenant, le parc n'a pas de capacité financière pour soutenir directement ces femmes. Maintenant, une fois ces fonds mobilisés, directement, ça sera orienté dans le cadre de les accompagner en termes d'activités génératrices de revenus. Ça contribuera efficacement pour limiter la pression en ce qu'il y a comme problème de prélèvement des ressources naturelles. Donc, il y a des activités d'agir comme de petit élevage, petit commerce et autres activités qui génèrent quand même les moyens de subsistance de ces femmes autochtones qui vivent autour du parc national de Kahuzi-Biega. Donc, pour nous, c'est une façon de renforcer ce processus et en tenant compte de l'aspect gender. Peut-être le chef de site du parc national de Kahuzi-Biega qui est avec moi peut avoir un élément de plus pour compléter ma réponse. Très bien, merci. Je peux lui donner la parole 1 minute. Est-ce qu'il veut prendre la parole?
En fait, Jonas avait déjà un peu répondu à la question. Ok. Donc, je passe à une autre question. Oui. Il y a une question intéressante qui ressort et qui est plus liée un petit peu au comment ces services ces paiements pour services écosystémiques, quel cadre légal finalement est nécessaire au niveau national. Donc il y a une question sur quel est le rôle de l'État dans la mise en place de mécanismes de PSE. Est-il nécessaire de mettre en place un cadre réglementaire particulier? Est-ce que ça pose problème dans le cas, par exemple, de la RDC ou du Cameroun? L'absence de cadre sur ces mécanismes lorsqu'on cherche à les mettre en place à un niveau local. Donc, c'est une question pour les deux présentateurs. Le premier qui se sent prêt à répondre peut sauter dans la discussion. OK, je peux commencer par apporter des éléments. Le premier élément, c'est de dire qu'au niveau du Cameroun, la loi forestière est en cours de révision, bien que ça a pris un certain temps. Et la problématique de paiement des services environnementaux devrait être internalisée dans cette loi. Mais aussi, il faut se dire que le ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable au Cameroun développe en ce moment des outils RED+, réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, qui permettent également de donner un ensemble de données de référence, d'avoir un ensemble de données de référence permettant de pouvoir développer des initiatives de paiement de services environnementaux qui intègrent bien sûr le carbone. Et nous nous disons, il y a lieu de se dire que le gouvernement du Cameroun, comme je pense bien le gouvernement du bassin du Congo, gagnerait avec la Comifac en tête d'avoir une perception assez claire, de fixer un certain nombre de modalités de base et surtout de renégocier avec les partenaires internationaux comment faire pour le paiement des services environnementaux dans le bassin du Congo. Si vous regardez la courbe au niveau du Fonds vert climat, vous allez vous rendre compte que le bassin du Congo est le parent pauvre en matière de financement climatique. Et il faudrait déjà que les uns et les autres œuvrent à ce que cette tendance soit renversée pour que le volume financier qui contribue à la préservation des forêts, de la biodiversité et bien sûr à la lutte contre les changements climatiques puisse être orienté vers le bassin du Congo. Les mécanismes actuels paraissent au niveau international trop complexes, trop compliqués et y accéder n'est pas toujours facile et on se pose bien des questions. Je ne sais pas si dans notre groupe, il y a des acteurs du Fonds vert climat de voir comment est-ce que ces mécanismes peuvent être simplifiés pour un accès facile au niveau des pays qui en ont réellement besoin, au niveau du bassin qui est, je pense, le deuxième poumon de la planète en termes de forêts tropicales, pour qu'on puisse bénéficier de ces financements en vue de préserver les forêts et justement de payer les services environnementaux au profit des communautés locales. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Merci. Peut-être Josué va ajouter quelque chose sur cette question de la place de l'État et le rôle de l'État Oui. et des mécanismes et des politiques sur ces mécanismes-là. Oui. Il y a cette question du cadre réglementaire qui traîne en RDC par rapport au paiement des services environnementaux. On a vu la naissance du Fonds national RED, mais nous nous disons sur l'applicabilité, les fonds nationaux de RED restent encore au niveau de théorique, mais aussi c'est pas orienté vraiment pour la conservation, pour soutenir la conservation de la biodiversité. C'est ça le défi que nous avons. Mais nous pensons que si on peut mettre en place, si on peut renforcer le processus
de ces cadres réglementaires d'aller au-delà des questions de carbone. Parce que c'est ce qui frise dans les questions de paiement des services écosystémiques. On prend en considération uniquement la question du carbone sans tenir compte d'autres services qui sont en train de contribuer à la vie des communautés. Et c'est cette question qui nous a poussé de pousser avec cette réflexion au niveau du Kaouzi-Biega. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de rentabiliser d'autres services à part le carbone et voir comment redéfinir les mécanismes. Et ça, ce sont des enjeux au niveau du cadre réglementaire qui seraient définis. Voilà pourquoi j'ai parlé de consultations au niveau national qui devraient être lancées à cause de ce processus avec le ministère intersectoriel et arriver à mettre en place une loi spécifique qui définit clairement comment cela pourra se prendre afin de soutenir et de maintenir l'équilibre des écosystèmes du bassin du Congo qui sont bénéfiques pour nous. Et aujourd'hui, si on ne prête pas attention avec tout ce qu'il y a comme afflux, l'arrivée massive des investisseurs miniers et consorts, les exploitants de bois et consorts, si on n'arrive pas à mettre en place ces cadres réglementaires, donc on risque de connaître une situation où le bassin du Congo restera en souffrance et ça sera des pertes énormes même pour l'humanité et pour nous-mêmes. Très bien. Je ne sais pas encore combien de temps j'ai, Mathilde, pour prendre encore une ou deux questions. Tu es muté, je ne t'entends pas. Une. Une, ok. Une dernière peut-être question, c'est lié à deux choses. Oui, donc il y a des instruments, par exemple, qui existent en République démocratique du Congo. Il y a le FONARED, il y a le Fonds forestier. Il y a deux questions là qui portent sur comment mieux considérer les options liées au RED+, pour finalement financer ces PSE. Et sortir justement, ce que vous disiez un petit peu, contribuer à financer la biodiversité grâce à des instruments de finance climat ou à des fonds existants au niveau national comme le fonds forestier. Voilà, quelles sont les opportunités pour vous et qu'est-ce qui vous manque finalement pour pouvoir accéder à ces mécanismes? Est-ce que c'est de la connaissance des instruments, de la capacité à présenter des dossiers qui répondent à ces mécanismes qui sont complexes, comme vous l'avez souligné? Ça serait intéressant d'avoir votre point de vue des deux côtés, Cameroun et RDC, sur qu'est-ce qui peut être fait pour finalement accompagner un meilleur accès à ces financements-là. Je pense que au niveau du Cameroun, par exemple, je pense que ça pourrait être valable même pour beaucoup de pays de la sous-région du bassin du Congo, c'est de dire plus il y a complexification des mécanismes de financement au niveau international, moins cela sert à la question pour laquelle ces mécanismes ont été créés. C'est de dire, est-ce qu'il ne serait pas mieux et probable de changer de paradigme de ces mécanismes au lieu d'avoir des exigences de présentation d'un ensemble d'instruments parfois très lourds, très longs, qui durent 3, 4, 5 ans, sans pouvoir même accéder à un COPEC, de dire il faut réorienter des approches et voir avec des pays comment, en fonction de leur potentiel forestier, des financements peuvent être alloués pour des initiatives qui démarrent ou qui sont prometteuses ou qui donnent déjà des résultats. Ça, c'est le premier élément. Vous avez souligné la question des fonds forestiers, mais les fonds forestiers dans les pays du bassin du Congo n'ont pas assez d'argent. Ces fonds forestiers ne permettent même pas déjà de financer la lutte contre l'exploitation forestière illégale, encore moins de soutenir des efforts des agents de ces ministères des forêts sur le terrain pour pouvoir financer d'autres initiatives. Je dirais, ces fonds forestiers devraient, ce aurait été un potentiel, que ce soit les fonds forestiers ou les fonds environnementaux que dans des pays ont, de voir comment renflouer ces fonds pour financer un certain nombre d'initiatives, au lieu d'enfermer les États dans une camisole de force où pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, ils courent derrière des financements qu'ils ne reçoivent jamais et qui s'éloignent chaque jour. Plus on court derrière, plus ça s'éloigne. Voilà à peu près ma contribution. Bien noté le message. Josué, vite, rapidement, et puis ensuite on va conclure, puisqu'on est déjà un peu au-delà du temps imparti.
Oui, oui. Moi, je pense qu'il est important d'abord au niveau des acteurs que nous sommes, faciliter le processus de renforcement des capacités pour répondre à de tels mécanismes. Il y a les fonds pour les fonds verts pour l'équipement qui n'est pas un mécanisme très simple. Le fonds forestier national, oui, qui existe, mais qui est souvent gelé par le niveau politique parce que moi, il n'y a pas longtemps, j'ai dit, par exemple, au site Kivu, nous avons vu le fonds forestier national naître, mais on ne connaît pas il y a combien de pépinières qui ont été mises en place dans le cadre de soutenir la restauration des paysages au site Kivu. Ça, c'est un plaidoyer que nous sommes en train de demander. Nous voulons voir concrètement ces fonds accompagner la société civile dans la province pour les activités de restauration, parce que c'était ça l'idéal. Donc, au niveau le plus élevé, soit au niveau international, donc on a besoin vraiment d'être très compétitif, que ce soit nous, que ce soit le parc national de Kahuzi-Biega, d'être accompagné dans ce processus et d'avoir des renforcements des capacités afin d'avoir des outils clairs et pertinents qui peuvent nous aider à aboutir, à faire aboutir ce processus. C'est un chemin long, mais nous pensons qu'avec le concours de tout le monde, nous pouvons aboutir. Très bien. Peut-être alors je vais... bon, toutes les autres questions pourront être adressées dans le dit groupe hein, et par les échanges. Caterina Marchetta, notre collègue qui anime ce dit groupe, cette communauté de pratique sur la finance pour la restauration, a partagé le lien avec vous. Donc, rassurez-vous, pour ceux qui n'ont pas eu de réponse à leurs questions, on essaiera d'apporter les questions ultérieurement par écrit. Peut-être je voudrais conclure. Mathilde, c'est moi qui partage mon écran pour les conclusions ou c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour moi? C'est toi. C'est moi. Alors, j'y vais. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui? Oui. Non? Ok. Alors, je vais passer en mode PowerPoint. Voilà. Voilà, donc peut-être rapidement, hein, j'ai pas l'ambition de tirer tous les enseignements de la discussion qui a été assez riche, et puis peut-être qu'il faudra qu'on valorise un peu mieux les échanges qui ont eu lieu dans le chat, mais ce qui semble clair, vu les discussions et les questions, c'est qu'il y a une attention particulière doit être portée à la mise en place d'incitations qui doivent être justes et durables. Hein. Les initiatives de court terme, on l'a vu sur le Tridom, sur la biodiversité, c'est une expérience qui va de 2 ans, 3 ans sur projet, mais il faut vraiment essayer d'avoir des approches le plus possible à long terme et de pouvoir apporter les incitations sur une durée qui permet vraiment des changements. Le système d'incitation, ils sont généralement bien reçus par les populations. Donc oui, encore une fois, il faut qu'ils s'inscrivent dans la durée pour être efficaces. Et donc ça demande probablement de mobiliser des mécanismes de financement pour lesquels on vient de le discuter. Les capacités manquent aujourd'hui dans les zones où on met en place ces paiements pour écosystèmes services. On a des acteurs locaux au niveau des territoires qui ont du mal à accéder au FONARED en RDC, au financement RED+, et autres fonds verts climat au niveau du Cameroun et des pays du bassin du Congo en général. Et je pense que c'est le cas pour d'autres régions. On a des participants du Liban, de Tunisie, etc., qui ont probablement aussi les mêmes problèmes. Donc, il y a un vrai besoin de renforcement de capacité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on pense ces mécanismes de paiement pour services écosystémiques, les pérenniser en termes d'accès à des incitations à travers des outils et des instruments de financement globaux. Il faut un engagement par conséquence du secteur public et un soutien important à ces modèles qui sont des partenariats finalement publics-privés. Hein, on le voit pour les paiements pour services écosystémiques liés à l'eau. Il faut qu'il y ait une compagnie qui bénéficie du service, comme les compagnies qui gèrent les barrages de Ruzizi là, en RDC. Il faut que cette compagnie soit prête à rentrer dans le partenariat et à financer la qualité du service que lui fournit l'écosystème. Il est clair aussi que les paiements pour services écosystémiques aujourd'hui, les plus répandus se concentrent sur l'eau et le carbone, mais que ceux liés à la biodiversité devraient être mis en place et il faudrait vraiment essayer de
plus mieux identifier les sources de financement qui pourraient permettre aussi de couvrir ce financement pour la biodiversité et pour les populations, le bénéfice des populations locales. Alors, juste en plus de ce qui est écrit là sur ce slide, je voudrais peut-être ajouter que dans la période post-Covid, avec beaucoup de gouvernements qui disent qu'il faut qu'on reconstruise après la crise mieux aussi en termes d'environnement, il y aura peut-être des fenêtres et des opportunités de dire aux responsables et aux gestionnaires des instruments de finance climat très localisés sur les bénéfices carbone, attention, parce que si vous voulez avoir des territoires qui gardent du carbone, il faut penser aussi aux populations qui y vivent, aux bénéfices multiples qui sont fournis par l'écosystème. Et la préservation du carbone, finalement, passe par la préservation de l'ensemble des bénéfices. Et aussi des bénéfices économiques pour les populations. Et donc, il faut peut-être avoir des approches au niveau des fonds vert climat et autres instruments de finance carbone qui considèrent un petit peu mieux les aspects développement économique et fourniture de services co-bénéfices, comme on dit, biodiversité et pas uniquement un focus sur le carbone. Bien sûr, pour conclure, les PSE sont un des éléments du financement de la restauration, hein, donc ils doivent être associés à d'autres mécanismes de financement pour mettre à l'échelle la restauration des forêts et des paysages et finalement, globalement passer à l'échelle aussi pour le développement des territoires. Et je pense que là, on a, nous, au niveau de la FAO, plusieurs publications qui sont en phase de finalisation où on monte un peu tous les types de financement possibles au niveau local, y inclut les PSE, et je pense que en termes de renforcement de capacité, on a des sessions de formation en ligne qui vont être disponibles prochainement et on sera ravis de les partager à l'occasion d'autres webinaires. Vous pouvez continuer à partager vos questions donc sur le D-Group de notre communauté de pratique. On a d'autres événements prévus en 2021, dont un probablement en janvier, qui se focalisera sur la préparation de projets bancables. Les dates seront partagées avec vous. Mais encore une fois, on est dans un processus dans notre communauté de pratique sur le financement de la restauration et le financement durable, de vraiment apporter des séries d'événements comme celui-là qui permettent de partager des expériences et puis aussi d'ajuster et de voir comment nos outils, nous, de nos projets peuvent accompagner et aider à répondre à certaines questions qui se posent au niveau des acteurs qui cherchent des financements sur la restauration des forêts et des paysages. Donc, quelques liens si vous voulez pour accéder à ces informations complémentaires. Je remercie nos deux présentateurs qui continueront peut-être à apporter certaines réponses dans le cadre du D-Group aux questions qui ont été posées. Et je repasse la parole à Mathilde s'il y a une conclusion de sa part pour clôturer ce webinaire. Non, je voulais juste vous remercier tous, vous dire que les webinaires qui ont eu lieu avant sont disponibles. Donc, n'hésitez pas à nous joindre, à joindre Katerina, à les regarder sur le site du mécanisme pour la restauration des forêts et des paysages de la FAO. Vous verrez que tout est dans le D-Group, bien évidemment. Il y a tous ces éléments sont disponibles. Il y a aussi, on a décidé de ne pas traduire les événements. Ça veut dire que vous avez d'autres, qu'on a les mêmes webinaires en anglais, mais avec d'autres intervenants et donc d'autres approches. Donc, pour ceux qui comprennent l'anglais, ça peut aussi être intéressant parce qu'on a vu là des systèmes qui n'étaient pas complètement aboutis dans l'espace francophone pour l'instant. Dans l'espace anglophone, certains systèmes sont bien aboutis. Donc, éventuellement, ça pourrait vous inspirer d'aller voir ce webinaire. Je vous remercie encore pour votre attention et pour avoir été avec nous durant cette heure. Merci beaucoup et j'espère à bientôt. Au revoir, merci. Et puis la série d'événements continuera en 2021. À bientôt. Merci.